La parole est aux experts. Nous allons donner la parole à Madame Landmore, Hélène Landmore, donc professeure à Yale, qui a suivi tout le processus de convention citoyenne pour le climat en France et, comme je vous l'ai dit, une spécialiste un peu théorique, une espèce de conceptrice de l'idée citoyenne et qu'elle applique aujourd'hui à disposition des autorités européennes. Elle nous dira peut-être si elle a déjà été contactée par le gouvernement belge. Madame Landmore, c'est à vous. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette opportunité de parler donc de la démocratie telle que je la conçois. Pour éclairer vos réflexions sur une réforme possible de la démocratie en Belgique, je vais surtout vous parler de la Convention citoyenne pour le climat, qui est une expérience qui vient de se conclure en France hier, en fait, lors de la 8e et dernière session, lors de laquelle les 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé pendant plus de 12 mois à ce stade ont rendu leur verdict sur ce qu'ils ont vu comme l'impact de leurs travaux sur le projet de loi climat et résilience du gouvernement français. Et alors, je vous le dis tout de suite, ils ne sont pas très satisfaits du résultat, mais moi, je considère quand même que c'est une très belle expérience. Pour la première fois en France, on a donc eu un panel décrivant la diversité des citoyens et citoyennes françaises directement impliqués dans la préparation de la loi. C'est assez historique parce que jusqu'ici, les assemblées citoyennes de ce type ont eu lieu dans des pays petits, très homogènes, moins multiculturels, et pour des fonctions de définition de l'agenda politique plus que d'écriture de la loi proprement dite. Or là, on a vraiment eu la preuve que les citoyens sont capables d'écrire la loi, jusqu'à un certain point en tout cas, et je pense que l'aspect très multiculturel du cas français finalement suggère que c'est un modèle viable pour la Belgique. Alors, cette convention a été décidée par le président de la République. Comme je le disais, elle a réuni 150 personnes tirées au sort sur la base de numéros de téléphone générés aléatoirement, et ensuite sur un échantillonnage à partir du sexe, de l'âge, du niveau de diplôme, des catégories socio-professionnelles, du type de territoire et de zone géographique des participants. Son mandat, c'était de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990, dans un esprit de justice sociale. En gros, on demandait à cette convention de faire ce que la taxe carbone du président Macron n'avait pas réussi à faire à l'automne 2018 et qui avait en fait généré le mouvement des Gilets jaunes. Ils se sont réunis donc sur 7 week-ends de 2 jours et demi plus le dernier week-end là. Et il y a eu un grand nombre de webinaires en ligne d'octobre 2020 à juin 2021. Ils ont débattu de thèmes divers et variés, la consommation, la production, le logement, les transports. Les séances plénières étaient retransmises sur un site dédié. Le président de la République s'est engagé à ce que ces propositions soient soumises sans filtre, soit à référendum, soit au vote du Parlement, soit à application réglementaire directe. Et ça a fini par générer une discussion nationale, en fait, notamment à partir de la visite du président à la Convention en janvier 2020. Qui a, à mon avis, eu beaucoup d'impact positif. Alors, je vais juste brièvement commenter les points positifs et les points négatifs de l'expérience. Je pense que les points positifs, c'est d'abord le vrai engagement de l'exécutif dès le début, qui a mis des moyens, plus de 5,5 millions d'euros, qui a été très présent. Il s'est présenté 3 fois aux citoyens. Je pense que c'était un réel risque politique, mais c'est aussi ce qui a permis de mobiliser les citoyens, mobiliser la nation derrière, et qui a transformé cette convention en vrai acteur politique plutôt qu'en obscure expérience universitaire, comme c'est malheureusement trop souvent le cas pour beaucoup de ces expériences de mini-public. Logistiquement, ensuite, ça s'est très bien déroulé. Là encore, les moyens ont aidé. Il y avait des facilitateurs au niveau de l'ensemble des groupes, en tout cas. Il y avait une émergence d'une cohésion de groupe, d'un groupe uni, soudé, avec beaucoup d'amour et de solidarité entre ses membres. Ces membres, d'ailleurs, ont créé une association depuis, ont signé un serment, le serment du jus de pomme, comme un de leurs amuseurs l'appelle, et par lequel ils promettent de vivre au quotidien les recommandations qu'ils voulaient voir transformées en loi. Donc je pense qu'ils vont continuer à essaimer partout dans la société pour diffuser le message de la Convention et emporter l'esprit démocratique. Enfin, donc, cette Convention a rempli son mandat d'être une instance quasi législatrice. Peu de gens y croyaient et en fait, elles ont parfaitement accompli leur mandat, qui était donc de faire des propositions ambitieuses pour atteindre l'objectif des 40% de réduction des gaz à effet de serre. Enfin, dernière chose positive, l'innovation, à mon avis, par rapport à d'autres expériences passées, c'est d'avoir su mettre les experts là où il le fallait et comme il le fallait, c'est-à-dire 130 experts on tap, not on top, à disposition, pas en position de contrôle, hein,
comme en général le recommande la littérature en démocratie participative. Alors les aspects négatifs, et je m'arrêterai là-dessus, dans le design de la convention, le point faible, je dirais, c'était la gouvernance. La gouvernance de 15 personnes était très opaque. Les délibérations de ce groupe nommé de manière assez peu claire n'étaient pas ouvertes aux chercheurs ou aux observateurs extérieurs. Il y avait éventuellement des conflits d'intérêts entre certains membres du comité de gouvernance et certains objectifs de la Convention. Le deuxième problème, peut-être, c'était une attention peut-être insuffisante portée au problème des territoires d'outre-mer et leurs représentants dans la Convention. Ça reflète au fond une sorte d'hégémonie classique au sein de la société française qui n'a pas été combattue aussi fortement qu'elle aurait pu l'être. Au niveau de la communication, certes, l'ouverture sur le reste du public était assez remarquable, mais un peu tardive. Elle n'a vraiment commencé qu'à partir de la visite du président à mi-parcours. Et il y a un problème général qui se reproduira, je pense, à l'avenir, qui est le fait que les médias se focalisent trop sur les stars de la Convention et avec une difficulté à couvrir la substance des discussions et à rendre la diversité des profils. Enfin, le problème principal, c'est évidemment l'impact faible sur le projet de loi final. Les citoyens, dans leur note finale, ont donné une note de 2,5 sur 10 à la capacité du gouvernement à remplir l'objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale, et ils ont donné une note de 3,3 sur 10 à la prise en compte par le gouvernement des recommandations de la CCC. Donc, il y a un problème au niveau de la de l'impact au niveau de l'aspect instrumental de cette convention sur les instances gouvernementales. L'hypothèse probable, pour expliquer ce manque d'impact, c'est que il n'y a pas eu assez de buy-in en amont des institutions comme le Parlement ou les ministères. Ça aurait sans doute aidé. Il y a eu une collaboration assez étroite sur la toute fin du projet, dans la formulation du projet de loi, mais au fond, il n'y avait pas encore la culture participative qui était requise pour que les recommandations des citoyens soient vraiment entendues. Enfin, le rôle des lobbies est une vraie question. Les impliquer plus en amont saurait sans doute éviter d'avoir la surprise de les voir démonter et diluer les recommandations en aval. Mais pour cela, il faudrait encore que le gouvernement et les députés s'engagent à ne pas traiter mieux les lobbies que les citoyens. Je finis quand même sur une note positive, qui est que la note la plus haute donnée à la Convention lors de ce dernier week-end, c'est 7,7 sur 10, qui est donnée à la Convention dans sa contribution à la pratique de la démocratie en France. Donc il y a une conviction profonde qui, je pense, est partagée au-delà des membres de la Convention, que ce genre de pratique peut améliorer la qualité de nos démocraties. Et enfin, une seconde note de 6 sur 10 pour l'utilité de la Convention à la lutte contre le changement climatique en France, parce qu'en fait, effectivement, ces citoyens sont des avant-gardistes qui vont en fait répandre la bonne parole à travers la société et qui ont contribué à lancer un débat. Donc au total, une belle réussite qui mériterait d'être répliquée ailleurs. Merci. Merci beaucoup, Madame Lannemore. Donc déjà, je pense que vous avez donné un sujet pour un prochain webinaire qui est de voir comment les médias vont couvrir cette participation citoyenne, qui est un peu une question qu'on n'avait pas abordée ici, mais je crois que c'est très intéressant. Et ensuite, vu le nombre de questions, je pense que venant de partout, je pense que déjà pouvoir dire au ministre qu'il y a un besoin énorme de clarification venant de toutes parts, parce que je reconnais des noms à la fois de citoyens, il y a des citoyens, il y a des professeurs, il y a des politiques, donc je crois qu'il y a un énorme appétit pour la poursuite de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Donc maintenant, je vais donner la parole à Ed Naples, et qui donc est président du Klimaatberaad, qui a suivi les klimaattafels aux Pays-Bas. Meneer Napels, het woord is aan u. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, meneer de voorzitter. Ik wil graag proberen iets te vertellen over de manier waarop wij in Nederland dat klimaatakkoord hebben georganiseerd. Allereerst begon het met een hele duidelijke afspraak in een regeerakkoord 4 jaar geleden, waarin het toenmalige kabinet zei, we willen toe naar 49% reductie van de CO2 in ons land. Die 49% reductie die willen wij verdelen over een aantal sectoren. En we willen dat geheel, die onderhandelingen, dat leidt tot een akkoord tussen al die partners, meer dan 100 partijen, en tussen het kabinet. Die sectoren waren mobiliteit, industrie, elektriciteit, landbouw en gebouwde omgeving. Vervolgens zijn daar onderhandelingen aan de slag gegaan. Iedere tafel kreeg een deel van die 49% toebedeeld. De industrie en de elektriciteitstafel het meest. En die andere tafel wat minder.
Al die partijen hebben onder leiding van onafhankelijke voorzitters en onder mijn totale leiding een jaar onderhandeld. En dat heeft toen geleid tot een akkoord. Dat akkoord is in het parlement behandeld. Daar heeft een overgrote meerderheid van het parlement ja tegen gezegd. En daarmee hadden de tafels dus een duidelijke opdracht. Want zij zijn nu voortgezet en ze moeten nu uitvoeren samen met de overheid dat wat ze hebben beloofd. Het begint dus met een hele duidelijke opdracht die men had gekregen. Tegelijkertijd was natuurlijk de vraag, wat is de positie van de burgers daarbij? De burgers zijn niet direct betrokken geweest bij de onderhandelingen over het klimaat, wel de milieuorganisaties, de vakbeweging, et cetera, dus heel veel maatschappelijke groeperingen. Maar uiteindelijk is ook bij de uitvoering van het klimaatakkoord, is nu ook de vraag aan de orde, ja, hoe betrek je die burgers bij de uitvoering? En dan gaat het vooral over de onderwerpen die veel geruis geven, zonneparken in het landschap en de windmolens. De Nederlandse regering is de afgelopen jaren bezig geweest met een herziening van de wet op de ruimtelijke ordening. Dat ding gaat nu de omgevingswet regelen. En in die omgevingswet is geregeld dat de burgers er in een vroegtijdig stadium bij dit soort plannen bij moeten worden betrokken. Dus dat is nu in de wet vastgelegd. In het klimaatakkoord is ook vastgelegd dat als er zonnecellen komen op windmolenparken op land, dat de burgers dan daar moeten mee kunnen participeren. En wij praten zelfs over een percentage van 50%. En dat betekent dus dat je een compleet andere situatie krijgt. Want je krijgt dan geen windmolen voor je neus met alleen maar ellende waar je niks over te vertellen hebt. Nee, je kunt ook participeren. Met dat participeren doen we op dit moment ook ervaring op. Hoe kun je nou die burgers betrekken bij de uitvoering van die plannen? Maar er staat wel voorop dat die 49% moet worden gehaald. Dus de 49% die vormen geen onderwerp van discussie, omdat we met elkaar overtuigd zijn van de ernst van die verandering van het klimaat. Wat er inmiddels is gebeurd is dat er ook een motie is aangenomen in ons parlement die vraagt aan het kabinet om nog eens na te denken over burgerparticipatie, zoals je dat in een aantal andere landen ook krijgt, burgerpanels, et cetera. Die commissie die staat op het punt van een oordeel te bevallen. Dat is een commissie onder leiding van meneer Brenningmeijer. Dat is de voormalige ombudsman in ons land. En meneer Brenningmeijer zal dus één deze weken zijn rapport uitbrengen. En de bedoeling is dat bij de formatie, die na de verkiezingen van 17 maart aan de slag gaat, dat ook dat rapport dan klaar is. En dat het nieuwe kabinet ook kan kijken of zij ook aan de slag willen gaan met burgerpanels. Niet alleen overigens op het terrein van het klimaat, maar ook op allerlei andere maatschappelijke terreinen. Een laatste actie die wij vanuit het Klimaatberaad, waarvoor ik opdracht heb gegeven, dat is dat heet in duur Nederlands een participatieve waarde-evaluatie. Vergeet dat woord onmiddellijk, slik dat in. Maar dat komt neer op een vorm van een heel grootschalige enquête onder meer dan 30.000 mensen. Die worden bevraagd en die wij vragen naar de manier waarop die energietransitie plaats zou moeten vinden. Dat is het instituut in Delft, de Technische Universiteit, die daar ervaring mee heeft opgedaan op kleinere schaal. Maar die gaat nu ook dat onderzoek doen. Nou, dat onderzoek komt tijdens de formatie van het nieuwe kabinet komt dat beschikbaar. En het gaat dus over een heel grootschalig onderzoek. Meer dan 30.000 mensen die dan op een bepaalde manier naar hun mening worden gevraagd. Dat is eigenlijk het beeld zoals dat in Nederland op dit moment wordt gehanteerd. De vraag is natuurlijk, even als u dat aan mij vraagt als een vreemdeling, als noordelijke buur, is dat dan ook geschikt voor zo'n systeem, voor die discussie waar u mee bezig bent over de Belgische staatsstructuur? Het lastige vind ik in uw situatie, dat je kunt niet zomaar blind met de burgers gaan discussiëren. Je zult ze ook enig houvast moeten geven. Want als je dus zomaar in blind zegt, ja, wat vindt u ervan? Dan is de vraag of je daar dan echt iets uit krijgt. Dus de vraag is of u in dat hele proces waar de beide ministers nu mee aan de slag gaan, de heer Klaar-Nieval en mevrouw Van der Linden, of u toch niet de burger wat meer mee moet geven dan zomaar jongens, gaan maar eens discussiëren over hoe we Nederland zouden kunnen organiseren.
Op zich vind ik het wel heel verstandig om dat proces aan te gaan. Maar je moet zich wel realiseren, als ik burger zou zijn van België, en ik heb een bijna Belgische schoondochter, dan zou ik tegen het kabinet zeggen, ja vrienden, na 50 jaar discussie komen wij nu eindelijk aan bod. Dan mogen wij het vuile werk opknappen, omdat jullie er niet uitkomen. Dus je moet ze dan wel wat houvast, denk ik, op dat terrein meegeven. Zou mij trouwens, zeg ik als noorderbuur van uw fraaie en uw mooie land, zou het best eens interessant zijn als u een aantal mensen uit het buitenland, als u een commissie, de beide ministers, in dit kader een commissie zouden instellen van een aantal buitenlanders, die ook eens een keer heel onbevangen hun oordeel geven over de Belgische de situatie van de Belgische staat. Als uw regering zo'n commissie zou instellen van buitenlanders, dan meld ik mij als eerste kandidaat, want ik zou graag meedenken over hoe nou die Belgische staatsstructuur zou kunnen worden ingevuld en hoe u zou kunnen een soort permanente vrede zouden kunnen krijgen over dit heel belangrijke vraagstuk. Tot zover, dames, mevrouw de voorzitter, meneer de voorzitter. Merci beaucoup, dank u wel, meneer Nijpels. La parole maintenant est à David Van Rebroek, qui et merci aux participants de respecter le timing, c'est formidable. Donc David Van Rebroek, je rappelle, organisateur, créateur du G1000, auteur de Contre les élections, qui a conseillé la communauté, les germanophones, le Parlement germanophone à mettre en place un panel citoyen. La parole est à vous, David. Goedemorgen, dank u wel, Beatrice en Karel. Ik ben, het zal u niet verbazen, zeer enthousiast over het voornemen van de ministers om de burger te betrekken. Zo'n dialoogplatform kan uiteraard de democratie versterken. Het kan de kloof tussen burger en politicus kleiner maken. Het kan de burger doen beseffen hoe complex politiek is. Het kan de politicus doen beseffen dat je met de burger ook een redelijk gesprek kan voeren. Dus enthousiasme, zeker. Maar ik heb ook vragen en twijfels. En ik presenteer u 4 vragen en 1 suggestie. De eerste vraag is: hoe kan je een stevig huis bouwen als je nu enkel de keuken ontwerpt? En misschien pas volgend jaar de badkamer. Een participatief, deliberatief proces, dat is als een huis. Dat moet je ontwerpen. Daarvoor ga je architecten inroepen die dat mee gaan vormgeven om het geheel te concipiëren. Ik weet dat het regeerakkoord nu zegt dat er een consultatie moet komen van de burger met een eerste rapport in het eind van dit jaar al. Maar dat moet ons niet verplichten om nu pas 2021 te ontwerpen en daarna pas de volgende jaren. Ik denk dat we nu in de komende maanden het hele proces moeten ontwerpen 2021 tot 2024. En we moeten het echt als een geheel beschouwen. Tweede vraag, tweede twijfel. Hoe kan je het vertrouwen van de burger winnen als je nu nog niet precies kunt aangeven wat er met zijn of haar input gebeurt? Dit proces, lovenswaardig, enthousiasmerend, gaat om geloofwaardigheid. Maar je moet al van bij het begin, 2021, kunnen zeggen wat er met de input van de burgers in 2024 zal gebeurd zijn. Dus je moet nu al het proces kennen. En ik heb geleerd van de Nederlandse ombudsman Alexander Breiningmeijer, de vorige, zijn naam viel precies, dat het niet erg is wanneer de input tamelijk minimalistisch is, als je het maar op voorhand zegt. Als je zegt het is puur consultatief, het is puur informatief, prima, dan weet de burger waar die aan begint. Maar hem in het begin zeggen dat zijn mening ertoe doet en er vervolgens 2, 3 jaar later niets mee aanvangen, is de beste manier om de kloof nog dieper te maken. En dat is misschien het goede van het model in Duitsstalig België. Daar worden de vragen door de burgers opgesteld. Andere burgers gaan die vragen beantwoorden, maar iedereen weet waar hij aan begint en wat er met dat advies gaat gebeuren. En dat is denk ik zeer positief in Duitsstalig België. Het is wettelijk vastgelegd, het is institutioneel verankerd dat de output van de burgers terechtkomt bij regering en parlement. Er zijn verschillende ontmoetingen
genoodzaakt tussen en gepland tussen deelnemende burgers en regering en parlement. En de overheden moeten binnen het jaar reageren. En als ze een afwijkende koers nemen, moeten ze dat schriftelijk motiveren. Ik denk dat dat heel interessant is voor een burger om dan deel te nemen. Die weet precies wat hij aan begint. Derde vraag, kortere vraag. Vanwaar de haast? Ik heb de indruk dat men nu snel wil gaan. De geest is uit de fles. Er moet snel gecommuniceerd worden over hoe dat dialoogplatform eruit gaat zien. Afgelopen weekend was ik in West-Vlaanderen. Ik heb met een aantal mensen gesproken, met een masker op. Ik hoorde mensen die bezorgd waren over scholen, over kappers, over hun kapsel, over winkels, over vaccins, over faillissementen, over ouderen, over sterfgevallen, over eenzame begrafenissen. Maar ik heb niemand gehoord die bezorgd was over de 7e staatshervorming. Dus de idee dat je nu snel zou moeten gaan, omdat er op Twitter wat rumeur over ontstaat, lijkt mij het gevaar van wereldvreemdheid in zich te dragen. Les gens souffrent, ne venez pas les embêter avec la 7e réforme de l'État aujourd'hui. Twitter is het vaderland niet. Er is nog tijd, de komende weken, de komende maanden, om een goed, coherent model uit te denken. Ik heb ooit van een Vlaamse ondernemer het advies gekregen: je moet pas communiceren als je echt iets te zeggen hebt. Misschien is dat ook in deze context relevant. Vierde punt, hoe kan je online input vragen? Dat is dan die eerste fase voor 2021. Ik begrijp en ik ben ook tevreden te horen van de beide ministers dat het niet enkel online is, maar het begint nu wel online, omwille van corona, omwille van een eerste fase. Maar zo'n online platform is moeilijk. Je hebt eigenlijk twee formules, of althans een continuum met aan de ene zijde een open ideeënbus, aan de andere zijde een gesloten vragenlijst. Zo'n open ideeënbus heeft het voordeel dat iedereen kan insturen en het wordt niet gestuurd door de overheid. Maar Nijpels zei het al net, je moet de burger toch een zeker houvast geven. Want de drempel is hoog en dat is het nadeel van die open ideeënbus. De drempel is zeer hoog. Dus je hebt het gevaar dat je zeer weinig deelnemers krijgt, enkel een gepolitiseerde elite of een gemanipuleerde aanhang van bepaalde NGO's, van bepaalde politieke partijen of wat dan ook. Dus het voordeel, het is niet gestuurd door de overheid, het nadeel, het riskeert elitair te worden. En het voorstel van Philippe van Parijs, dat je enkel een idee mag indienen wanneer je als Vlaming dat doet samen met een Waal en een Brusselaar, dat klinkt sympathiek, maar ik geloof daar niet in. Veel van de mensen die ik in West-Vlaanderen sprak, kennen geen Walen. En ze kennen misschien 1 Brusselaar, dat ben ik zelf. Een gesloten vragenlijst aan de andere zijde, een drempel is veel lager, maar het probleem daar is dat dat veel meer gestuurd zal zijn. Wie stelt de vragen op zo'n vragenlijst? Wie geeft de info? Wie maakt filmpjes? Wie geeft de achtergrondinformatie? En je hebt het gevaar dus van een soort blackbox. Bij de open ideeënbus zal de blackbox zitten op het vlak van het filteren. Bij de gesloten vragenlijst zal de blackbox zitten op het vlak van het informeren. Ziet u mij nog? Want mijn eigen scherm is hier weggevallen. Oké, ja. Ja, we zien u nog. En dat is dan, ik rond af met mijn advies, mijn suggestie. Ik denk dat er voor deze eerste online fase een tussenoplossing mogelijk is, nu voor 2021. En dat is een brug tussen partijpolitiek en burgerberaad. Ik zou voorstellen dat er wordt gekeken naar de partijprogramma's van de laatste verkiezingen in mei 2019. Ik zou voorstellen dat je uit die partijprogramma's alle voorstellen haalt over democratische vernieuwing en institutionele hervorming. Ik zou ook voorstellen dat je die suggesties anonimiseert en dat je ze in een carousel stopt. Dat zullen misschien een 100-tal voorstellen zijn, ik heb ze niet geteld. En dat bezoekers aan het online platform 30 van die voorstellen krijgen, random gegenereerd, telkens opnieuw volgens de bezoeker. Een beetje volgens het model van de stemwijzer of de boussole de vote. Waarbij je die 30 stellingen kan raten en ranken, om het technisch te zeggen. Je kan aangeven of je het eens of oneens bent met elk van die voorstellen. En op het einde mag je zeggen welke 3 voor jou inhoudelijk het belangrijkste zijn. En dus het zou kunnen dat een socialistische gepensioneerde metaalarbeider uit Seraing een idee van de N-VA super vindt. En het kan ook zijn
dat een Vlaams belanger uit Contig een voorstel van Ecolo ook interessant vindt. Op het einde van die oefening zou je een lijst krijgen van gedeelde prioriteiten op vlak van democratische vernieuwing en staatshervorming. En ik denk dat je dat nu kan voorbereiden de komende maanden, dat je dat in september, oktober kan doen om in november, december de resultaten te hebben. En het voordeel zou zijn van dat model is dat je de brug maakt tussen partijpolitieke ideeën en burgerinput. En ik denk dat dat relevant kan zijn voor 2022, voor de gemengde panels waar minister Clarenval naar verwees, maar ook voor de politieke dialoog over de staatshervorming. Tot daar mijn suggestie. Merci beaucoup, David, pour cet exposé extrêmement structuré. Dank u wel. Monsieur Dumont, professeur émérite en droit constitutionnel à l'Université Saint-Louis à Bruxelles. C'est à vous de clôturer le tour des panélistes et des experts. Mevrouw de voorzitter, zou ik nog een vraag mogen stellen? Ja. Ja, even ook... Nee, niet nu. Okay. Eerst de panelist en dan einde van de panelist en dan kan vragen gesteld worden. Dank u wel. Voilà, merci beaucoup pour cette possibilité d'intervenir dans ce débat. 4 réflexions et 6 propositions. Première réflexion, généralement les réformes de l'État sont très mal emmanchées par une déclaration de révision de la Constitution, bâclée à la dernière minute, juste avant les élections. Donc bravo à ce gouvernement qui veut se donner le temps de la réflexion avant de rendre possible la nécessaire 7e réforme de l'État. Réflexion numéro 2, généralement le processus de réforme est exclusivement particratique. Donc bravo aussi d'ouvrir le jeu à la démocratie participative et délibérative. Réflexion numéro 3, en forme de question. L'article 56 de la Constitution donne compétence au Sénat pour adopter un rapport d'information sur des questions qui intéressent à la fois les attributions de l'État, des communautés et des régions. Je ne comprends donc pas pourquoi il faut solliciter la Chambre des représentants qui ferait mieux de se donner le temps de préparer une bonne loi coronavirus. Mais l'essentiel est de s'entendre sur ce que l'on peut attendre de ce rapport d'information. À mes yeux, compte tenu du moment dans lequel nous nous trouvons, il s'agit seulement d'éclairer le terrain pour préparer une bonne déclaration de révision de la Constitution, à adopter à la fin de la législature en cours, et pour faciliter la tâche des prochaines chambres constituantes, dont on ne connaît pas, par hypothèse, la composition politique à ce jour. Il n'y a donc pas lieu, à mon avis, de se battre pour dégager dès à présent des accords. Il y a lieu de s'entendre sur des constats, des évaluations qui peuvent être contradictoires faute de consensus, et des propositions, soit consensuelles, soit rédigées de la manière suivante, si, alors, par exemple, si on veut supprimer les communautés, alors voilà les problèmes à régler. Si on veut les maintenir, alors voilà les problèmes à régler. Réflexion numéro 4, il faut absolument écarter le risque que la plateforme de dialogue ne débouche que sur un amas de propositions dénuées de pertinence parce que viciées par un déficit de formation et d'information. D'accord donc avec Paul de Grauw et Philippe Van Parijs qui écrivaient dans leur carte blanche de jeudi qu'il faut impérativement imaginer un filtre intelligent. J'en arrive alors à mes 6 propositions. Proposition numéro 1, associer aux 60 sénateurs un panel représentatif de 60 citoyens volontaires tirés au sort avec l'aide d'experts de manière à les rendre les plus représentatifs possibles de la population belge dans toutes ses composantes, avec 35 néerlandophones et 25 francophones, comme pour les sénateurs. Ces volontaires devraient être indemnisés. C'est de cette assemblée que j'attendrai la rédaction du rapport d'information, même si formellement, il ne serait approuvé que par le Sénat. Proposition numéro 2, demander à cette assemblée de sélectionner les chapitres des matières à discuter sur la base d'une proposition rédigée par un comité d'experts. Pour ma part, je vois les 9 chapitres suivants, chaque chapitre devant comprendre un volet fait de constatation et d'évaluation et un autre volet fait de proposition. Chapitre 1, la structure actuelle en 3 communautés et 3 régions. Chapitre 2, le principe actuel de l'exclusivité des compétences et le fonctionnement du fédéralisme coopératif. Chapitre 3, les règles répartitrices des compétences entre les niveaux de pouvoir et le problème du manque d'homogénéité des paquets de compétences.
il faut y inclure un débat sur la possible mise en œuvre de l'article 35 de la Constitution qui permettrait de faire basculer les compétences résiduelles dans le giron des communautés ou des régions. La commission traitant de ce chapitre devrait être plus nombreuse que les autres. Une sous-commission dédiée à la sécurité sociale semble s'imposer. Quatrième chapitre, les instruments du dialogue intercommunautaire. Ces instruments existent-ils? Faut-il en créer? Il faut ici rouvrir le débat sur l'instauration d'une circonscription électorale fédérale. Cinquième chapitre, le cas échéant, les relations internationales et la participation de la Belgique à l'Union européenne. Sixième chapitre, le système de financement des niveaux de pouvoir. Et alors attention, j'ajoute chapitre 7, les scénarios de basculement dans un système confédéral. Même si je n'y adhère pas du tout, la proposition de la NVA mérite d'être discutée. Il serait absurde de l'écarter d'office. Huitième chapitre, les scénarios séparatistes. Ils existent aussi. On pourrait d'ailleurs regrouper les chapitres 7 et 8. Et enfin, neuvième chapitre, la procédure de révision de la Constitution. Proposition numéro 3, les 60 sénateurs et les 60 citoyens tirés au sort se répartissent en autant de commissions paritaires, sénateurs élus et citoyens tirés au sort, que de chapitres. Le travail de chaque commission serait préparé par des experts, non seulement des académiques, mais aussi des praticiens des secteurs publics, associatifs et privés qui savent comment les choses se passent sur le terrain. Les commissions travailleraient en séance publique avec des facilitateurs. Proposition numéro 4, chaque commission peut faire un appel à des propositions ou des réflexions émanant de citoyens et surtout de groupements, mais sur des questions précises qu'elles formulent elles-mêmes. Moi, la boîte à idées où n'importe qui dit n'importe quoi sur n'importe quel sujet, je n'y crois pas. Proposition numéro 5, au terme d'un délai raisonnable à étudier en fonction de la disponibilité potentielle des citoyens tirés au sort, chaque commission soumet son projet avec le volet constatation, évaluation et proposition à l'assemblée plénière des 120, 60 sénateurs, 60 tirés au sort, qui délibèrent en séance publique. Proposition numéro 6, le rapport d'information se conclut par une avant-proposition de déclaration de révision de la Constitution. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le pouvoir de décision, il appartient aux prochaines chambres constituantes. Je conclus sur l'enjeu de cette déclaration de révision. Le gouvernement a d'ores et déjà décidé que l'article 195, qui régit la procédure de révision de la Constitution, serait ouvert à révision. Alors ici, attention, il ne faut pas confondre les objectifs distincts que l'on pourrait assigner à cette ouverture à révision de l'article 195 qui régit la procédure de révision de la Constitution et qui constitue évidemment une clé essentielle. Première hypothèse, on veut rendre possible une amélioration de la procédure de révision actuelle. On veut la rendre plus délibérative. Très bien, c'est hautement souhaitable. Je le demande avec beaucoup d'autres collègues depuis longtemps. Deuxième hypothèse, et je pense que c'est dans l'esprit du gouvernement, rendre possible… Oui, je termine. Merci. Je termine. Deuxième hypothèse, rendre possible une ouverture à révision d'autres articles par les chambres constituantes après les élections. Donc d'autres articles que la liste admise dans la déclaration de révision. Ça, c'est un tour de passe-passe qui a déjà été utilisé en 2011, mais qui n'est pas recommandable. Troisième hypothèse, rendre possible de manière ordonnée le réveil du pouvoir constituant originaire. C'est ce que je souhaite, mais j'ai renoncé à vous en parler parce que je me tiens aux 6 minutes imparties. Je peux y revenir dans le débat si nécessaire. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions, donc je pense qu'il y aura vraiment intérêt à les lister, les étudier, les relire et peut-être revenir dans une deuxième session, Philippe Van Parijs, pour répondre aux questions et satisfaire tout le monde. La première, je vais la poser à Madame Landmore. Et c'est celle finalement qui rejoint la question de David Van Reybrouck. Et moi, j'ai beaucoup entendu cela avant qu'on lance ce webinaire, c'est de dire, mais avec quoi vous venez? Les gens ont une problématique de Covid qui est énorme et urgente. Ils ont déjà un sentiment, on l'a vu ce week-end en Belgique, de râler. En fait, ils ne sont pas contents. Et donc, est-ce que ce n'est pas à la fois pas le bon sujet et certainement pas le bon moment? Et qu'est-ce que les panels climatiques ont appris en fait à cet égard en France? Eh ben, écoutez, il y a eu un moment de peur parmi les membres de la Convention citoyenne qu'en effet, avec cette pandémie, leur sujet allait passer à l'as. Et en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ils ont émis
une opinion sur la nécessité d'inclure dans le plan de relance un volet écologique. Alors, ça a été très conflictuel au sein de la Convention parce que c'était avant qu'ils aient rendu leurs propositions, etc. Mais je ne pense pas que c'est... Vous voyez, c'est toujours ce choix entre la fin du mois et la fin du monde. Et je pense qu'il faut résister, faut résister à cette dichotomie. Je pense que enfin, dans le cas de la Convention, en tout cas, ils ont réussi à maintenir le cap et à maintenir ça sur l'agenda politique quand même. Si j'ai bien compris la question. Hein. Oui, oui, tout à fait. Petite question complémentaire, est-ce qu'il n'y a pas le risque, comme pour les référendums, que les gens finalement soient tellement en colère qu'ils ne répondent pas à la question posée, mais à celle qu'ils ont en tête et qu'il y ait une volonté de se fâcher? Tout à fait, mais moi je pense que ça c'est le grand risque dans la culture française et j'imagine belge aussi, que ça se transforme en plébiscite pour ou contre le gouvernement du moment. Un remède à ça, c'est de faire un référendum à choix multiples, parce que du coup ça diffuse un peu la colère, ça devient pas tout se joue pas sur une question. Et le modèle là, c'est le cas irlandais en fait. Quand ils ont fait un référendum sur la décriminalisation de l'avortement, en fait, c'était pas juste une question. Il y en avait, je crois, une dizaine sur des tas de sujets et il n'y a pas eu oui à toutes les réponses. Hein. Donc du coup, ça permet de dédramatiser ce moment du référendum et de le recentrer sur des vraies questions et pas en faire un moment d'expression de frustration par rapport à un gouvernement. Merci. Ik wil een vraag naar Ed Nijpels toe gooien. Een vraag van Johan Selens. Johan Selens zegt, ik krijg het gevoel dat we ons op het wat en het hoe aan het organiseren zijn, zonder het waarom. Wat is zo'n proces waard als je geen gemeenschappelijk doel, geen gemeenschappelijke visie hebt? Moet je dat doel en die visie niet eerst heel helder voor je uitzetten? Dat is, meneer Nijpels, ook wat u adviseert, dacht ik. Ja, dat is het probleem waar u natuurlijk voor staat, omdat u het fundamenteel niet eens bent kunnen worden de afgelopen 100 jaar over de inrichting van uw land. Zoekt u nu naar een nieuwe methode. Maar vandaar is mijn pleidooi dat u wel goed moet nadenken. Ik sluit even aan op David van Rijbroek. Wat u dan precies vraagt van de burger. En dat betekent dus ook dat u ook bepaalt met wat voor materiaal die burger op pad gaat. Als je het doet zou u adviseren dat de eerste opdracht is om naar het... waar gaan we op zoek naar? Het definiëren van het einddoel. Want dat is ook al heel explosief in België. Maar dat we dat eerst proberen te beslissen en dan pas het hele proces verder... Ja, ik vond dat David daar goed voorstel voor deed. Om al die partijprogramma's te nemen en te kijken wat erin staat. Dan heb je in ieder geval een lijst dwars door alle partijen heen. Waar je dan een debat over kunt hebben. Dan probeer je het een beetje te structureren. Wat ik overigens gevaarlijk vond, is dat ik in de stukken die ik van u heb gekregen, daar werd onmiddellijk alweer het verband gelegd met artikel 195 van uw grondwet. Nou, u weet, ik heb u al laten zien dat boek wat ik ooit heb bestudeerd, 30 jaar geleden. Maar wat ik inmiddels van 195 wel heb begrepen, dat het een soort fragmentatiebom is. Dus ik zou 195 zou ik er even buiten de beschouwing willen laten halen, omdat dat dan weer gaat over de vorm waarin het gaat organiseren. Ga eerst dat proces onbevangen in en voert een hele brede discussie. En Van Rijbroek heeft daar een prachtig aantal spelregels voor meegegeven. Une question un peu complémentaire à David Van Rijbroek et Hugues Dumont. C'est Luc Velgue qui dit est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord, avant de chercher des solutions, faire le bilan et l'audit de la structure actuelle? Ça, c'est une demande, par exemple, de Défi, le président de Défi, François De Smet, qui dit toujours il faut qu'on audite d'abord ce qui marche et ce qui ne marche pas avant de commencer à réfléchir aux solutions. David? Je propose que Hugues Dumont donne sa première réponse. Ok, Hugues Dumont. Oui, vous me voyez bien, oui, parce que je vois ici, bon, peu importe. Donc, c'est tout à fait évident qu'il faut commencer par évaluer le dispositif existant. Donc, c'est bien ma proposition. Hein. Donc, je souhaite vraiment que pour chacun des chapitres des matières que l'on veut soumettre à la discussion, il y ait un volet de constatation et d'évaluation de ce qui fonctionne aujourd'hui plus ou moins bien ou plus ou moins mal, avant d'examiner des propositions plus concrètes sur lesquelles on peut ou pas se mettre d'accord, avec la possibilité de se sortir d'un désaccord en raisonnant si alors. Je crois que c'est un mode de raisonnement tout à fait intéressant. Mais en tout cas, la dimension évaluative, elle est incontournable, bien sûr. Il faut s'entendre sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui. David? Van Rijbroek? Die evaluatie is van belang, maar die partijprogramma's die zijn al een evaluatie van de huidige situatie. En ik denk dat het van belang zal zijn om de partijpolitiek zoals we die vandaag kennen,
en burgerberaad, om die op elkaar te laten aansluiten. Vandaar mijn suggestie om te beginnen vanuit die partijprogramma's. Dan zit je niet met die bias van wie heeft die vragen gesteld, wie heeft informatie gegeven of zelfs filmpjes gemaakt met achtergrondinformatie. Je vertrekt in 2021 vanuit die partijprogramma's. En ik denk de voorstellen van Hugues Dumont kunnen daar zeer goed op aansluiten. Wat hij voorstelt in de Senaat, zou je kunnen zeggen, is het proces wat vanaf 2022 begint. Ik zou niet kiezen voor een pariteit 50-50 politici en burgers. In Ierland heeft men het geprobeerd met 1/3 politici, 2/3 burgers, en dat was al veel te veel politici. In Brussel en in Wallonië is het vandaag, waar men met gemengde panels werkt, het is 1/4 politici, 3/4 geloten burgers. Dat is ook de verhouding die ik zou suggereren voor de gemengde panels vanaf 2022. Madame Lannemort, sur cette question des panels mélangés, c'est une question qui est revenue plusieurs fois, où certains trouvent que c'est pas une très bonne solution. C'est Julien Vreidag ou monsieur ou madame Delchambre qui dit ne croyez-vous pas qu'il faudrait uniquement permettre à des citoyens tirés au sort de participer et pas de mélange avec les élus, dès lors que les élus généralement prennent le pas sur les citoyens, et ils font le parallèle en Belgique avec la composition des jurys d'assises. Alors, c'est une question fascinante. D'un point de vue théorique, c'est vrai que c'est difficile de faire sens d'une logique hybride, mais en fait, en pratique, ça a très bien marché dans le passé. Ça a marché en Irlande avec la première assemblée citoyenne qui était en fait hybride, avec 2/3 de citoyens, 1/3 d'élus. Et l'important ici, c'était que la proportion soit en faveur des citoyens, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une masse critique justement pour contrebalancer le statut des élus. C'est en train d'être expérimenté au CESE, donc à la 3e chambre législative de France. Je vous conseille de leur demander leur rapport éventuellement. J'ai contribué à les écrire, donc je pense qu'ils sont quand même informatifs sur cet effort pour intégrer des jurys citoyens. Là, c'est beaucoup plus petit. En général, c'est entre 25 et 30 citoyens qu'ils essaient en fait d'inclure dans leur travail de rédaction d'avis sur des questions diverses et variées. C'est très difficile. Mais en fait, je pense que pour l'avenir de ces réformes, c'est important qu'il y ait un travail de socialisation. Et ce qui s'est passé en Irlande, c'est que cette première assemblée hybride, elle a permis aux citoyens de faire plus confiance aux hommes politiques et aux hommes politiques de faire plus confiance aux citoyens, ce qui a permis ensuite d'amener une assemblée purement tirée au sort en 2016 sur la décriminalisation de l'avortement. Et parce que les hommes politiques ne se sentaient pas menacés, je pense que ça a aidé aussi à mener à bien toute cette expérimentation qui s'est conclue par un référendum positif pour décriminaliser l'avortement. Donc moi, je pense que les solutions hybrides, ça vaut le coup d'essayer. Question peut-être à David et à Madame Lannemort encore. Il y a Jean-Noël Godin qui nous dit bah oui, c'est très bien tout ça, mais par exemple dans l'affaire du Covid ici, on a vu que finalement les autorités politiques organisaient ou tentaient d'organiser quelque chose, dit-il, auquel ils ne connaissaient pas grand-chose. Donc entre les gens citoyens lambda et les experts, il y a ce qu'il appelle les prestataires de soins de terrain, c'est-à-dire les experts qui connaissent une matière. Est-ce que ceux-là, il y a une manière particulière de les interroger par sujet, de les impliquer par sujet, ou est-ce qu'ils sont, voilà, ils sont tirés au sort ou pas, tant pis, quoi. Parce que par compétence, évidemment, il y a des gens de terrain différents selon les pans de réforme de l'État que l'on va vouloir réformer. Madame Lannemort ? Oui, je pense que là encore, la réponse, c'est cette formule que j'ai utilisée avant, garder les experts à disposition, pas en position de contrôle. Donc, je pense qu'il faut les impliquer dans les jurys citoyens, etc., mais toujours en position d'apporteurs d'informations. Ce n'est pas eux qui doivent avoir le dernier mot. Donc, c'est pas eux. Vous voyez, dans la Convention citoyenne, c'était très intéressant parce qu'à chaque fois qu'un expert essayait de prendre une position un peu normative ou de donner son jugement sur ce qu'il fallait faire, il était très vite recadré. Je pense que c'est ça. Les experts n'ont pas les réponses, au fond. Ils ont des éléments de réponse, mais pas aux questions politiques proprement dites. Donc, ils doivent être impliqués, mais dans une position bien spécifique. Van Reybrouck, il y a une question de Jos van de Waal qui était aussi, et on l'a vu beaucoup dans ces derniers temps dans la gestion de la crise et dans le regard qui était posé sur les experts en matière de soins de santé, d'immunologistes, vaccinologues, etc. C'est la problématique des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'il y a un vrai doute qui est posé sur la capacité des experts à être de vrais experts dès lors qu'ils ne sont pas totalement indépendants. Et donc, il propose qu'il y ait une déclaration de principe au départ où chacun déclare ses conflits d'intérêts ou c'est sa suggestie en tout cas. Quelle est l'expérience en fait? Dat kan interessant zijn dat experten zo'n verklaring uitspreken of ondertekenen.
Ik denk dat er een groot verschil is tussen experten nu in de coronapandemie, die een periode van urgentie is, en experten voor een langzamer proces dat minder urgent is dan staatshervorming en democratische vernieuwing. Als het brandt, moet de brandweer kunnen blussen. We gaan geen buurtcomité opzetten om te kijken hoe we die brand gaan blussen. Je zou die coronapandemie, het is een brand die lang duurt, maar het is nog altijd een staat van urgentie. Terwijl met zo'n deliberatief proces, of een participatief proces, dan zijn die experten op een langer traject vertrokken. En ik denk dat dat wel interessant kan zijn om hen daar, om goed in kaart te brengen welke hun belangen zijn. En dat wordt ook voor een deel gecontroleerd, wat Helen Landemore zo mooi noemde daarnet. Die experten die zitten on tap, but not on top. Dus dat zijn bronnen van informatie, dat zijn niet de finale autoriteiten. Een volgend thema, petities, referenda. Ze komen onvermijdelijk naar boven in de chat. Ik neem er 2 conversaties uit. Alex Winnepennings die zegt, laten we kijken naar Zwitserland. Het is hoog tijd voor referenda. Ik vertrouw daar veel meer op. Cato Leonard die zegt, in 2019 vond een deliberatief proces in Zwitserland plaats voor het houden van het referendum. David van Rijbroek, je zit hier bij ons nog groot in beeld. Het lijkt ook een vraag naar jou. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? En is een referendum inderdaad, als het goed gebruikt is, niet een zeer betrouwenswaardig instrument? Een referendum kan goed werken. Zwitserland heeft er een lange traditie in. Het is 200 jaar cultuur van directe democratie, waarbij burgers ook telkens een informatiebrochure krijgen met argumenten voor en tegen. En in het geval waar net naar verwezen werd, was die informatiebrochure mee opgesteld door burgers. Niet enkel door de overheid, maar burgers gaven input aan andere burgers. Dat is zeer interessant. Maar referenda kunnen beide kanten op gaan. Vaak probeer je 1 oplossing te vinden met een referendum en je krijgt een gespleten samenleving als cadeau. Kijk naar wat er in Engeland is gebeurd met het Brexit-referendum. In plaats van 1 oplossing heeft men daar een duurzaam gespleten samenleving gecreëerd die de komende decennia zijn wonden nog zal likken. Maar het is zeer goed mogelijk om referenda zelf ben ik nogal voorstander van een minder bekend instrument, dat is het preferendum. Het preferendum is een meerkeuze-referendum waarbij burgers niet enkel ja-nee mogen antwoorden, maar op een aantal stellingen suggesties, op een aantal stellingen mogen raten en ranken. Zou je dat adviseren voor België, een preferendum, om vast te leggen wat ons doel is van onze oefening? Ik zie dat Hugues Dumont iets wil zeggen. Dat zou interessant kunnen zijn. Bijvoorbeeld over klimaatbeleid zou dat interessant kunnen zijn. Maar niet over het institutionele. Wel, je zou in zekere zin kunnen zeggen, zo'n preferendum komt vaak op het einde. Mijn voorstel daarnet was het idee van, doe een soort preferendum, maar dan aan de hand van stellingen uit de politieke partijprogramma's. Dus daar zie je, het zou zeker kunnen. Maar essentieel is dat in een deliberatief proces er gepraat wordt. Als je dan met burgers hebt zitten discussiëren, zitten overleggen, je hebt werkelijk een dwarsdoorsnede van je samenleving geïnformeerd en laten discussiëren en aanbevelen, dan is het een beetje jammer soms als je dan opnieuw de finale conclusie aan de gut feeling van je samenleving overdraagt. Dus je moet het goed op elkaar afstemmen. 2 intervenanten, meneer Dumont en meneer Nijpels. Ik ga eerst even naar meneer Nijpels die zijn handje heeft opstaan. Monsieur Dumont, je vais d'abord à monsieur Nijpels et alors je reviens chez vous. Het Nijpels. Misschien nog een Nederlandse ervaring over referendum. We hebben destijds een referendum gehad over de Oekraïne. Daar heeft de meerderheid heeft dus gepleit tegen toelating van de Oekraïne. Vervolgens is dat referendum niet uitgevoerd door de regering met een juridische en staatsrechtelijke terugkeer. En dat heeft dus geleid tot hele grote verontwaardiging. Met andere woorden, ook voor een referendum geldt dat je van tevoren duidelijk moet maken wat je ermee wilt. In Nederland is er nu inmiddels een wetsontwerp aanvaard, maar we moeten nog de hele grondwettelijke procedure doorlopen in een correctief referendum. Kortom, als een Kamer een besluit heeft genomen, een kabinet, dan kan de meerderheid van de bevolking het alsnog afwijzen, waardoor in een verhelderheid is over wat je wel of niet doet met de uitslag. Monsieur Dumont?
Oui, mais donc je pense que le référendum en Belgique fait partie des problèmes à discuter. On sait très très bien qu'une des grandes difficultés, si l'on veut organiser un référendum en Belgique, c'est de savoir si l'on va exiger une majorité ou dans chacune des trois régions, dans chacune des trois communautés. Donc ça fait partie du problème. La difficulté pour la Belgique et pour la démocratie belge de se doter de cet instrument complémentaire qu'est le référendum fait partie du problème. Sinon, je suis entièrement d'accord avec David Van Reybrouck. Commençons par délibérer ensemble avant de poser des questions. C'est vital, ça. Des référendums sans préparation délibérative, ça n'a aucun sens. Une question d'abord aux deux étrangers du panel et puis on reviendra vers les deux nationaux. Madame Lanmore et Meneer Nijpels, vous avez eu affaire à des panels qui étaient de la même langue. Est-ce que vous pensez pour la Belgique, on n'ajoute pas une complexité d'abord linguistique, parce qu'on voit c'est une question posée par Simon, Charles-Emmanuel Tilquin, Paul de Munck, Willy Tomburg. Alors au début de ce webinaire, la première question qui était posée par un des participants, c'est il n'y a pas de traduction, et tout le monde venait avec plein de propositions, mais il faudrait d'abord apprendre la langue de l'autre, ce qui à mon avis évidemment demanderait qu'on reporte d'une dizaine d'années, voire plus, l'exercice. Est-ce que vous trouvez que c'est un obstacle qui est quand même assez insurmontable? Meneer Nijpels, is de taal, het feit dat we hebben twee verschillende taal, drie in feite, is een hindernis voor de gesprek, voor een uitstekende gesprek te voeren? Of zijn er oplossingen, maar ze zijn heel duur? Dus madame Lanmore, meneer Nijpels, ja? Ik heb uw vraag zelfs in het Frans begrepen. Ah ja, goed. Mijn Frans is zeer Ik denk dat het natuurlijk voor een debat tussen in Vlaanderen, dat dat wel een complicerende factor is. Ik stel vast, en iedere keer ben ik verbaasd, ik hoorde nu ook de aardige collega van MR, die hoor ik dan een verhaal voorlezen in het Nederlands. Maar ja, voor ons is dat iedere keer verbijsterend, dat we leden hebben van een kabinet die niet vloeiend van de ene op de andere taal kunnen overspringen. Dus dat is een ingewikkeld probleem. Dus het is al ingewikkeld in België, maar zo'n debat, dat zult u dus ook rekening moeten houden met die taalgrenzen. Dat is bijna onmogelijk, maar het maakt het wel gecompliceerd. Gecompliceerder dan dit soort processen in andere landen die op zich ook wel gecompliceerd zijn. Madame Lanmore? Oui, alors ma réponse est absolument pas. Je pense que c'est juste une question technique et financière. Il faut avoir des traducteurs qui savent faire de la traduction en temps réel effective, des équipements. Ça aurait parfaitement pu être possible pour cette réunion, hein, par ailleurs, je précise. Et en fait, si vous voulez, je pense même, enfin, l'évidence empirique qu'on a pour l'instant, c'est que en fait, la difficulté de traduction, quand elle est surmontée, contribue à des meilleures délibérations, parce que ça oblige, dans la phase de traduction, il y a des tas de choses qui se jouent, des rapports de force, de la culture, des normes qui sont révélées. Et quand on a ce qu'on appelle des traducteurs politiques au sens de Nicole Doer, qui a un très bon livre que je recommande, qui s'appelle Political Translation, et bien en fait, ils aident à mettre en avant les hégémonies dont souffrent certaines catégories de gens qui correspondent à des minorités linguistiques ou autres. Et en fait, c'est peut-être même mieux que dans des univers monolingual, je ne sais plus comment on le dit. Et en France, notamment, je vous souvenez que j'ai mentionné ce problème des Outre-mer, dont à mon avis, les préoccupations n'ont pas été suffisamment prises en compte. Eh bien, je pense que s'il y avait eu une barrière de langage, de langue, et qu'on avait eu des traducteurs politiques au sens de Nicole Doer, ils auraient peut-être justement pu se battre pour mettre en avant les soucis, les questions de ces catégories de Français qui sont souvent ignorées dans le discours national. Et je pense que ça peut être parfaitement la même chose pour la Belgique. C'est vraiment une question de moyens et de technologie. Par ailleurs, je vous conseille aussi de regarder ce que fait Taïwan. Taïwan, ce sont les avant-gardes, c'est l'avant-garde en termes d'utilisation de la technologie. Je voyais dans le chat quelqu'un qui mentionnait les techniques de crowdsourcing, etc. Alors, ce n'est pas fondé sur le tirage au sort, c'est beaucoup plus fondé sur l'autosélection et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais ça marche très très bien, ça leur a permis de résoudre des conflits avec l'apparition de Uber et Airbnb dans leur environnement politique et économique. Et donc il y a beaucoup de leçons à tirer de ça, donc je recommande de regarder ça aussi. Merci. David Van Reybrouck, est-ce qu'un pays qui n'arrive pas bien à envoyer des convocations digitales pour se faire vacciner peut réussir un processus
de traduction, de digitalisation, d'une consultation de participation citoyenne? Ou alors est-ce qu'il faut se dire, bah non, on prend les citoyens qui sont bilingues et tant pis pour les autres, c'est déjà un processus de sélection, hein. Ik denk het argument klopt van wat Helene Landemoor net vertelt, dat meertalige deliberatieve processen zijn mogelijk. Het kost wat geld. Koning Boudewijn Stichting heeft al 20 jaar ervaring met het organiseren van meertalige deliberatieve processen. Je moet dat in je budget voorzien. En sterker nog, dat blijkt ook uit het onderzoek van VUB-professor DJ Kaluwaerts, de kwaliteit van de gesprekken gaat erop vooruit als er meertaligheid in het spel is. Er wordt beter geluisterd, er wordt meer geargumenteerd en er wordt dieper gezocht naar een eventuele oplossing. Dus ja, het is wat moeilijker, ja, het is wat duurder, maar het hoeft geen obstakel te zijn. En ik denk dat ons land daar perfect toe in staat is. Monsieur Dumont, vous y croyez? Votre micro. Oui, tout à fait. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la traduction doit pouvoir jouer. Évidemment, réserver la participation au panel citoyen ou à la commission délibérative aux seuls bilingues, ce serait inacceptable démocratiquement. Il faut évidemment souhaiter que ces bilingues soient très nombreux, mais non, le recours au traducteur, il est fait pour s'en servir. Il est parfaitement possible. Enfin, il ne faut quand même pas oublier qu'il existe aujourd'hui des débats dans les 2 langues nationales et dans les 3 langues nationales au Parlement, à la Chambre et au Sénat. Le Parlement européen aussi délibère. Il ne faut quand même pas non plus passer à côté de l'expérience délibérative de nos hommes politiques. Merci. Bon, on est désolé, on arrive déjà à la fin du round. Si on veut donner quelques espaces aux 2 ministres qui sont par ailleurs très sollicités par nombre de questions, donc on ne peut que recommander à leurs collaborateurs de repasser le chat en revue et de vraiment bien regarder toutes les questions qui sont posées.